Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes dans votre émission Bienvenue dans la bande. Ce soir, comme chaque mercredi, votre émission est consacrée à l'actualité. Et cette fois-ci, comme mercredi dernier, ça sera lié à l'actualité référendaire. Dans 11 jours, les Calédoniens se prononceront sur cette question en répondant par oui ou non. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Depuis lundi, nous sommes rentrés dans la campagne officielle du référendum. Les affiches des différents partis politiques sont affichées, bien évidemment, aux différents bureaux politiques du pays. Et ce soir, notre invitée, c'est Sonia Bakes, présidente des Républicains calédoniens. Bonsoir. Bonsoir. Toutes vos affiches sont prêtes? Oui. Comment ça s'est passé le dispositif d'installation? Eh bien, écoutez, on a pas mal de militants qui ont fait le tour de Calédonie. Là, ça continue encore demain pour installer toutes les affiches. On a l'habitude avec les différentes élections. Donc, les militants aiment bien faire aller coller les affiches. Lundi soir, votre affiche, mais également les affiches des autres partis politiques ont fait l'objet d'une analyse par notre journaliste Lindsay Ouamo. Je propose de regarder et on réagira juste après. On voit ce slogan « La France est une chance » et il semble plutôt optimiste car le visuel composé de militants forme un V, le V de la victoire. Madame Bakes, une réaction? Alors d'abord, l'analyse de votre journaliste est particulièrement pertinente sur les différents partis politiques. En ce qui nous concerne, effectivement, c'est un petit message. On souhaite qu'il y ait une victoire large du non. On a voulu qu'il y ait ce V. Vous verrez aussi... travaillé, ça? Alors évidemment, vous savez, rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Je veux bien vous croire. La France comme chance, c'est-à-dire pour accompagner le pays? Oui, je crois que vraiment aujourd'hui, la France est une chance pour la Nouvelle-Calédonie. La France, elle nous laisse à la fois la liberté de nous gérer et de faire finalement sur tout ce qui concerne le quotidien un peu ce qu'on veut, tout en nous maintenant une protection de l'extérieur et de nous-mêmes. Donc je crois vraiment que la France, aujourd'hui, c'est une chance pour la Nouvelle-Calédonie. Alors vous dites à chaque fois, et notamment ce week-end, qu'il ne faut pas non plus faire du copier-coller avec la France. Est-ce que vous pouvez me citer un exemple d'un domaine en particulier où justement on a plus intérêt à s'inspirer du contexte local? Il y en a plein des secteurs où on a malheureusement fait des copier-coller de ce qui existe de moins bien en métropole. Vous savez, je suis très attachée au maintien dans la France. Je pense que la France, elle nous apporte énormément de choses en termes de valeurs, en termes de protection. Mais il y a des choses qu'elle ne fait pas bien. C'est le cas, par exemple, du système éducatif. Oui, alors justement, c'est une compétence dont vous avez participé aussi pour qu'elle soit justement transférée oui, tout à fait. à la Nouvelle-Calédonie. Et on voit que... en ce qui concerne le primaire, c'est la Nouvelle-Calédonie qui décide des programmes. En ce qui concerne le secondaire, eh bien, ce sont encore les programmes qui sont enseignés en France. Donc là aussi, il y a un débat entre les personnes qui souhaitent qu'il y ait plus de programmes et de leçons. Je vais prendre le cas de l'histoire géo, la géographie, en plus d'histoire liée au pays que ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Ce n'est pas que l'histoire des programmes, parce que c'est quand même important de savoir ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est important de garder des diplômes français, parce que c'est ceux-là qui nous permettent d'aller étudier partout dans le monde. Mais par contre, ce qui fonctionne moins bien en France que dans d'autres pays, notamment les pays nordiques ou notamment les pays anglo-saxons, c'est la manière d'enseigner. Nous, on a en France, dans le système français, on a gardé un système qui est un peu vieillissant. Et donc, on a, à mon avis, besoin d'évoluer pour s'adapter aux problématiques locales. On a un taux d'échec scolaire qui est trop important, d'illettrisme qui est trop important. Et on n'arrive pas, en fait, à aller chercher ces jeunes-là pour éviter qu'ils sortent du système scolaire, de la même manière qu'on n'arrive pas à gérer les élèves qui sont très brillants, qu'il faut aussi traiter différemment. Et donc, on se retrouve avec une espèce de masse, c'est les gros problèmes du système français, qui n'arrivent pas à faire cette différence entre les différents élèves, à prendre en compte les compétences de chacun. Il y a encore cette culture de classification, t'es meilleur, oui, tu restes devant, et puis il n'y a pas de valorisation. Tu restes dehors et tu Il y a n'auras pas d'avenir. Il n'y a pas de valorisation des métiers manuels. Ouais. On voit bien que souvent, on dirige les jeunes vers des métiers manuels quand ils échouent sur les... C'est pas comme ça. Je crois vraiment qu'il faut valoriser les compétences de chacun. Et ça, certains pays le font très bien. Et nous, malheureusement, on a fait... Alors, moi, je n'ai pas voté le projet éducatif qui a été présenté par Calédonie Ensemble. Mais, par le gouvernement. Par le gouvernement. C'est un gouvernement collégial. Oui, mais par un membre du gouvernement Calédonie Ensemble. Je ne l'ai pas voté parce que je considère qu'on a fait un copier-coller de ce qui existe de moins bien en métropole. On a rajouté un peu de langue et culture kanak pour faire local, mais on n'a absolument rien réglé. Et je crois vraiment que la fin de l'accord de Nouméa, ça nous permet de nous poser, de regarder ce qui existe de meilleur, de mieux à l'extérieur, et de prendre ça, et de ne pas être tenu par ce cadre, à part de dire, effectivement, il faut qu'on garde
des diplômes français parce que c'est cela qui ouvre à nos jeunes toutes les portes. J'entendais des étudiants parler récemment dans les différentes interviews qui sont faites qui disent « Nous, on a la chance de ne pas avoir de démarche à faire pour faire reconnaître notre diplôme, pour aller s'installer en métropole, au Québec, en Australie, n'importe où. » Et ça, c'est quand même une vraie chance. J'aimerais que l'on revienne maintenant sur votre actualité. Donc ce soir, vous allez présenter le nouveau statut ancré dans la République, un projet institutionnel. Voilà. Vous l'avez en avant-première. Pour la Nouvelle-Calédonie. Merci donc du coup de nous faire cette faveur. Donc pour revenir sur ce nouveau statut, concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer déjà en termes économiques? Alors, d'abord, c'est important de parler de ce qu'on propose globalement. Ce qu'on propose globalement, c'est de dire aujourd'hui, on est dans un statut transitoire parce qu'on était dans l'accord de Nouméa. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à trouver notre place, un statut particulier. On n'est pas un département, on n'est pas une région, à trouver notre place sur mesure au sein de l'ensemble français. Et pour ça, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que la France garde un cadre protecteur, les compétences régaliennes, les compétences de contrôle, le vote de la loi organique. Et tout le reste, par contre, il faut qu'on s'approprie nos compétences. Il faut que réellement, tout ce qui a été transféré depuis des années, le droit du travail, on a parlé du système éducatif, mais la fiscalité, l'économie, tout ça, on a malheureusement souvent fait des copier-coller de la métropole. Et je crois que maintenant, il faut qu'on arrive à se libérer de ça pour faire notre propre modèle. Sur les questions économiques, il y a énormément de choses à faire parce qu'on a quand même des différences qui sont trop importantes entre les différentes classes sociales en Nouvelle-Calédonie. Il y a énormément de travail à faire. Et malheureusement, je crois que ce qui a été fait depuis quelques années en disant en tapant sur les plus riches, on va rendre les pauvres plus riches. Non, ce n'est pas en rendant les riches plus pauvres qu'on va rendre les pauvres plus riches. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est en termes de la fiscalité, mais même d'économie. Calédonienne. Mais il y a en ce moment, tous les regards extérieurs sont braqués, rivés sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et cette semaine, il y a un économiste, il s'appelle Philippe Askenazi. C'est un directeur de recherche au CNRS et chercheur à l'École d'économie de Paris. Il disait dans un entretien qu'il a accordé au journal, au quotidien français Le Monde, il disait, je cite, « Le poids de l'État dans le PIB a diminué de 6 points depuis le milieu des années 2000. Plus qu'un désengagement massif, c'est la forte croissance calédonienne sur la période qui a progressivement dilué le poids des transferts, tout comme celui des agents de l'État dans l'emploi total. » Avec cette analyse, est-ce que la France reste toujours une chance? Alors oui, d'abord il faut relativiser dans le sens où on a eu une très très forte croissance. Les 10 premières années des années 2000, c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, donc il faut relativiser. Et on a, ce qui n'est pas évoqué là, c'est quand même les aides exceptionnelles de la France qui ont été apportées sur le nickel. Quand le nickel, alors là on parle de période faste où effectivement le nickel était au plus haut, où on avait un impôt sur les sociétés des sociétés minières qui était gigantesque, on a eu jusqu'à 27 milliards. Aujourd'hui, quand on n'a pas zéro, on a quelques dizaines de millions à peine. Donc on n'est plus du tout dans cette situation-là. Et la France, elle a quand même apporté plusieurs dizaines de milliards pour sauver les 3 usines. Donc aujourd'hui, oui, clairement, la France, elle est toujours indispensable parce qu'on voit bien qu'on n'arrive pas, quand il y a des coups durs, à gérer ça. Et pourtant, quand on discute avec des membres, des personnes de la SMSP ou de KNS, ils nous disent qu'à aucun moment dans la période de crise, la France n'a aidé l'usine du Nord, notamment. Elle a juste donné la défiscalisation. Alors justement, ils nous disent qu'il y a eu juste une prorogation du délai de la défiscalisation. S'il y a une prorogation, c'est qu'il y a eu une défiscalisation. En même temps, c'est un schéma financier qui est accordé à toutes les entreprises du pays. Oui, mais si on était indépendant, vous croyez vraiment que la Nouvelle-Calédonie et que la SMSP pourraient profiter de la défiscalisation de la métropole? Peut-être qu'il y aurait un autre schéma financier. Avec l'argent de qui? Non, je crois qu'il faut dire la vérité. La défiscalisation, c'est plusieurs milliards qui sont offerts à l'usine du Nord par la France. Et aujourd'hui, les indépendantistes n'ont pas été capables d'apporter la preuve que quelqu'un d'autre viendrait mettre ces milliards-là. Alors justement, ils disent dans le montage financier, dans l'actionnariat qu'ils ont monté, dans le capital, que c'est le coup de maître, le coup de génie qu'ils disent de M. André Dang, c'est qu'il a su geler l'entrée au capital de la SMSP à 51%, qui n'est pas rentré dans le capital, dans un capital dilué. C'est-à-dire qu'en cas de financement, actuellement, c'est uniquement Glencore qui détient 49% de l'usine, qui finance. Non mais, et c'est actuellement le garant de l'opérateur à l'usine du Nord. L'usine du Nord, le montage de l'usine du Nord, c'est un miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'il y a 51% sur le papier, mais il n'y aura jamais de dividendes versés avant des décennies. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines de milliards de dettes. Et donc, il
faut arrêter de mentir. En plus, Les dettes, justement, en plus, les massifs ont été que le KNS doit à la province Nord. Or, quand on regarde les analyses qui ont été faites par justement des commissionnaires mandatés par le gouvernement ou par l'État, cette dette-là ne concerne pas KNS, c'est l'opérateur. Ne concerne pas la SMSP, c'est l'opérateur qui est endetté, mais ce n'est pas vous pouvez expliquer les choses de la manière, c'est comme la défiscalisation, mais non, en fait, je crois qu'il faut dire les choses. La défiscalisation, c'est de l'argent de la France qui est rentré dans le projet d'usine du Nord, d'une part, et ensuite la dette, elle est réelle pour les Calédoniens. C'est-à-dire que concrètement, il n'y aura pas de dividendes versés aux Calédoniens pendant des décennies. Pourquoi ? Parce que la dette, elle est là, elle est présente. Et attendez, si vous me permettez, je finis. Il faut arrêter de dire aussi que c'est fantastique pour la Nouvelle-Calédonie d'avoir fait une usine en Corée. Mais enfin, en France, vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une délocalisation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui est intéressant pour les Calédoniens ? Ce qui est intéressant pour les Calédoniens, c'est les emplois, c'est les sous-traitants, c'est les impôts qui sont versés par les sociétés qui sont présentes. Quand on fait une usine en Corée, qu'est-ce que ça rapporte aux Calédoniens ? Ça permet quand même aux petits mineurs de Calédonie, ceux qui ont un minerai de faible teneur, de pouvoir exploiter ce minerai qui n'est pas exploitable. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on avait intérêt à faire une usine de transformation locale plutôt que d'aller la mettre en Corée ? Je ne crois pas que de dire que c'est un coup de génie, franchement. N'importe où on appelle ça une délocalisation. Je crois qu'ici, on transforme ça en disant c'est un outil pays. Mais ce n'est pas un outil pays. Un outil pays, c'est quoi ? Non, la Corée, c'est des Coréens qui travaillent en Corée. Mais il permet justement aux petits mineurs qui pourraient très bien alimenter n'importe quelle usine de transformation dans le monde. Oui, mais c'est là où justement la valeur ajoutée ne sera pas revenue, elle ne se répercutera pas dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie. D'où cette chance d'avoir une usine calédonienne de transformation où là, on gagne plus en valeur ajoutée. Mais on ne gagne pas en valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est le travail aux Calédoniens, c'est les impôts qui sont payés. Le minerai qui est vendu à l'état brut, quand on le transforme en métallurgie ou en acier, il revient quand même plus cher. Oui, enfin bon, c'est le travail de la transformation. Mais vous vous rendez bien compte de ce que c'est à la marge par rapport à tout ce que rapporte une usine de transformation. Quand vous voyez les emplois de la SLN, les emplois de la SMSP, les emplois de Vallée, c'est ça qui rapporte à un pays. C'est effectivement de transformer localement. Quand on le fait à l'extérieur, on perd toute la valeur ajoutée. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la défiscalisation, justement. C'est à ces milliards d'argent qui est apporté par la France, qui sont rapportés par la France. On a l'impression qu'on est toujours en train d'effectuer cette politique de main tendue, toujours en train de demander à la France de l'argent pour financer, alimenter nos usines. Est-ce que nous, en tant que Calédoniens, en tant qu'acteurs, de membres de ce pays qui veulent construire ce pays avec toutes les personnes, toutes les composantes de ce pays, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à trouver une politique où justement, à chaque fois, au lieu d'attendre tout le temps l'aide de la France, une politique ou un schéma minier qui puisse justement nous permettre d'être autonomes? Oui, alors je crois qu'effectivement, il y a d'abord, ce qui manque à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, c'est une véritable stratégie globale. Aujourd'hui, on a des stratégies qui sont différentes en fonction de la province Nord, de la province Sud, etc. Le code minier qui a été voté en 2008, il énonçait justement la participation à l'exploitation des minerais. Je crois qu'on a intérêt à avoir une stratégie globale où finalement les Calédoniens peuvent valoriser le minerai qui sort, le minerai qui est transformé. Le minerai qui sort, justement, vous êtes élu au Congrès. Oui. Pourquoi les exportations sont toujours autorisées vers les usines japonaises ou chinoises, alors que la Nouvelle-Calédonie dispose de 3 usines? Oui, parce qu'on ne peut pas tout transformer localement. Il y a une partie du minerai à faible teneur qu'on ne peut pas transformer localement et qui peut être en Corée ou dans l'usine de Chine. Ou en Chine, effectivement. Mais que ce soit transformé par des usines qui n'ont rien à voir avec la Nouvelle-Calédonie ou par la nôtre, ça ne change pas énormément de choses. Donc aujourd'hui, on a besoin encore d'exporter parce qu'il y a une partie du minerai qui n'est pas valorisable en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut continuer comme ça. Sur votre question sur la main tendue, je crois qu'effectivement, d'abord, ce n'est pas nous, loyalistes, en l'occurrence, qui avons tendu la main. Ce sont, là, en l'occurrence, les indépendantistes qui demandent l'aide de la France et qui ensuite disent qu'ils n'en ont pas besoin. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi être cohérent en disant oui, il y a des choses qu'on peut faire et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, je crois
qu'il faut que chacun fasse son métier. Il faut que, je ne crois pas dans le fait que les collectivités doivent prendre 51% dans les outils industriels. Ce n'est pas leur job. Je crois que les collectivités, elles doivent faire qu'effectivement, les Calédoniens peuvent s'y retrouver quand on a du minerai qui est utilisé. Là, Et bien qu'il puisse y avoir pour l'instant, c'est un Glencore fonds, qui est le patron de l'usine. qu'il puisse y avoir un fonds, excusez-moi, mais pour que les Calédoniens puissent récupérer des royalties, c'est comme ça qu'on appelle ça à l'international, des royalties sur le minerai qui est traité. C'est ce qu'on n'a pas pu faire avec une autre usine, que je ne vais pas citer le nom. Oui, mais je crois que c'est ça l'avenir, et ce n'est pas les 51%. Regardez ce qui s'est passé sur la SLN, pour prendre une autre usine, vous parlez de l'usine du Nord, mais regardez ce qui s'est passé sur la SLN. Sur la SLN, si on avait eu 51%, comment on se serait sorti de la situation dans laquelle on a été il y a quelques années, et où on a eu besoin de l'arrivée de Manuel Valls un peu en sauveur pour sauver tout simplement l'usine de la SLN. Peut-être qu'à Si un on moment avait eu donné, 51%, les actionnaires n'ont pas pris leurs responsabilités en tant qu'actionnaires du capital. Si, justement, là, ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont remis au pot, alors que comment on aurait fait pour sortir autant d'argent des caisses de la Nouvelle-Calédonie? C'était impossible. C'était impossible. Peut-être que le schéma financier n'était pas le bon au niveau de la rentrée du capital. C'est ce que l'on voit avec Valais, où l'entrée du capital est diluée. C'est-à-dire que l'équivalent de la STCPI pour la SALN, non mais franchement, ça change absolument rien. De 10%, ils sont descendus à 4%. Et c'est ça justement qui apporte l'endettement de la collectivité. Oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SLN, si elle avait eu 51%, c'est elle qui était en responsabilité. C'est elle qui aurait été en responsabilité de trouver les 20 milliards qui manquaient. Comment elle aurait fait? Moi, je n'ai pas la réponse et personne n'a donné la réponse. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on n'entendait plus les partisans des 51%, on ne les entendait plus du tout. Hein, ils avaient disparu. Maintenant que ça commence à se stabiliser, on entend à nouveau parler de ça. Mais je crois que la Calédonie n'est pas capable de gérer, d'avoir 51%. Une dernière question économique, Madame Baquès, après on va revenir sur votre actualité, c'est-à-dire que vous allez vous allez présenter votre projet institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie. On parlait tout à l'heure du PIB, le PIB qui est le produit intérieur brut, c'est-à-dire la ressource, la richesse qui est produite par les habitants, par les Calédoniens, qui, selon des chiffres de 2016, s'établissait entre 980 milliards et 1000 milliards. Selon Philippe Askenazi, donc, qui est directeur de recherche au CNRS et chercheur à l'école d'économie de Paris, 16% représente les transferts de la France dans le PIB de Nouvelle-Calédonie. 16% sur les 1000 milliards correspond aux 160 milliards que l'on évoque à chaque fois quand on parle des transferts de subventions, d'aide financière de la France. Et dans ces 160 milliards, on retrouve les 50 milliards justement qui sont alloués pour l'enseignement privé et public du secondaire. Finalement, quand on regarde 16 milliards, 160 milliards sur 1000 milliards, c'est très peu. Vous comparez ce qui n'est pas comparable. Non, vous parlez d'argent qui vient de la France et que vous comparez au PIB. Vous comparez ce qui n'est pas comparable. Ce qu'il faut comparer, c'est quoi? Je ne compare pas. Je dis que dans le PIB, dans les 1000 milliards, ce qu'il faut, c'est retrouve comparer les 160 milliards de la France. Ce qu'il faut, c'est comparer ce qui relève des recettes, qu'elles viennent de la Nouvelle-Calédonie ou qu'elles viennent de la France. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 40% des recettes globales de la Nouvelle-Calédonie qui viennent de la France. Ce n'est pas par rapport au PIB, c'est de quoi on dispose comme argent. On dispose des 160 milliards de la France et des 200 milliards des recettes de la Nouvelle-Calédonie. C'est ça la réalité. Donc si on enlève les 160 milliards, eh bien on enlève 40% des recettes qui rentrent dans les collectivités. Effectivement, là-dedans, il y a les 50 milliards de l'enseignement, il y a les 30 milliards pour la défense. Et je voudrais dire quelque chose qui est important, c'est que les indépendantistes disent « Ah mais non, les retraites, par exemple, c'est nous qui les gérons tout seuls. On n'a pas besoin de la France pour ça. L'aide médicale, on n'a pas besoin de la France pour ça. » Et bien sûr que si. Parce que qu'est-ce qui se passerait si on avait 40% de budget en moins, si on avait ces 160 milliards en moins? Eh bien, il faudrait trouver des économies. Il faudrait qu'on fasse avec plus que les 200 milliards qu'on a et qu'on trouve des économies. Mais sur quoi ils feraient des économies? D'ailleurs, je leur ai demandé, permettez-moi de finir, c'est important. Les indépendantistes, je leur ai demandé de faire le budget de l'an 1 de l'indépendance. Alors depuis, ils ont dit, ah ben non, ce ne sera pas l'an 1 parce qu'on va faire ça sur plusieurs années. Mais peu importe, à la fin, il faudra quand même trouver 160 milliards. Qu'est-ce qu'ils vont enlever? Eh bien, ils vont enlever tout ce qui n'est pas superflu. Tout ce qui est superflu, pardon. S'ils vont considérer comme superflu. Quoi? Eh bien, les minima sociaux, ça, ils vont considérer qu'ils peuvent les enlever. Tout ce qui est accompagnement des Calédoniens dans les dispensaires, tout ce qui est facilité aujourd'hui, tout ça, ça peut être enlevé. On peut dire, débrouillez-vous. Vous allez, si vous êtes malade, que vous habitiez à Kouawa, à Ouégoua ou à Bélep, vous allez au Médipôle.
C'est comme ça. Ça serait une réalité. Parce que s'il faut trouver 160 milliards, il faut bien les trouver quelque part. Il faut savoir aussi que les 160 milliards correspondent, comme vous disiez tout à l'heure, 50 milliards pour l'éducation et le reste pour tout ce qui est compétences régaliennes. Et il y a aussi, pas que, il y a des contrats de développement, voilà, il y a des aides aux collectivités, il y a un certain nombre de choses. Mais on voit aussi que dans les 50 milliards, ce sont des fonctionnaires d'État qui voient aussi leur salaire doubler par rapport à ceux de la métropole, alors que le niveau de vie est 30 à 40% supérieur. Le niveau de vie est plus cher que celui de la métropole. Donc voilà, on sait que ce sont des personnes de passage. Et donc du coup, que leur cotisation et que leur épargne, in fine, reviendra en France. Non, mais alors, d'abord, donc c'est un chiffre qu'il faut relativiser, les 160 milliards. Excusez-moi, mais je pense que j'ai été longtemps proche du milieu enseignant. Les fonctionnaires d'État, je crois que c'est un tiers des enseignants. 4% du PIB. Non mais d'accord, mais c'est un tiers des enseignants. Donc quand vous dites ils n'ont pas besoin de gagner ce qu'ils gagnent, vous parlez aussi des fonctionnaires calédoniens là. Parce qu'il ne s'agit pas on a de moins en moins, vous savez très bien, on a de plus en plus, et tant mieux d'ailleurs, on a de plus en plus de Calédoniens qui réussissent les concours de l'enseignement, tant mieux. Et qui contribuent justement à l'augmentation du PIB. Et puis surtout qui contribuent à ce que l'enseignement soit un enseignement de plus en plus proche des réalités de la Nouvelle-Calédonie. Et tant mieux, on a de moins en moins de fonctionnaires. Ça va dans le sens où on ne fait plus du copier-coller avec la non, France. Parce que je ne crois pas que... Aujourd'hui, les enseignants, ils sont obligés d'appliquer ce qu'on leur dit. Donc, ce n'est pas parce qu'on va avoir plus d'enseignants calédoniens qu'on va avoir plus de réussite en Nouvelle-Calédonie. Ce qu'il faut, c'est adapter le système pour faire réussir. Donc, on a quand même énormément d'enseignants calédoniens. Et donc, ce que vous dites, c'est quoi? Il faut réduire, pour tout le monde, il faut réduire les salaires de 40%? Non, pas pour tous les fonctionnaires, mais pour ceux de la province des îles et de la province nord aussi. C'est ça le projet d'indépendance? Moi, je n'adhère pas à ça. Je ne crois pas que ce soit ça la solution. Les indépendantistes parlent de voir et faire du cas par cas. Et là, je reviens encore sur un projet qui est défendu par les indépendantistes sur l'indexation des fonctionnaires d'État, où ils l'ont rappelé, ils nous disent qu'ils ne veulent pas supprimer l'indexation, mais revoir et faire du cas par cas. Et ils utilisent l'argument en disant qu'un médecin qui va travailler à Koumak ne doit pas bénéficier des mêmes privilèges et du même salaire que le médecin qui va travailler à Nouméa, ce qui est d'autant plus logique dans la mesure où il y a la route, où les conditions sont difficiles. Et ils le disent que c'est à cet endroit précis que justement les choses peuvent voir des dépenses, les dépenses peuvent justement, où ils peuvent faire des économies. C'est déjà différent. Mais à aucun moment, c'est déjà différent. L'indexation à Koumak, elle est déjà différente de celle qu'elle est à Nouméa. Aujourd'hui, elle est à 1,94 alors qu'elle est à 1,73 à Nouméa. Mais l'indexation du médecin à Koumak est différente et a doublé par rapport à celui de métropole. Là, on parle des fonctionnaires d'État qui arrivent travailler de passage et qui rentrent aussi en France. Vous avez parlé des médecins, c'est important les médecins. Est-ce que vous croyez réellement qu'on va attirer des médecins en Nouvelle-Calédonie si on n'est pas capable de les payer correctement? Est-ce que vous croyez? Mais tout simplement non. C'est normal. Et puis vous me dites... C'est normal, il faut les attirer, il faut leur donner envie de venir travailler en Nouvelle-Calédonie. C'est assez contradictoire. Vous dites que si on n'a pas la main-d'œuvre vous dites les indépendantistes ne veulent pas supprimer l'indexation. Je suis contente de vous l'entendre dire. Je ne suis pas sûre que ça ait jamais été aussi clair. Je l'ai vu avec M. Cronier lors du face-à-face. Tant mieux. Moi, je n'ai pas toujours entendu des termes aussi clairs, mais tant mieux. Tant mieux. Mais il faut qu'ils nous disent, dans ce cas-là, ce qu'ils enlèvent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on leur dit « Non, mais vous allez être obligés de revenir sur les retraites », pardon, ils disent « Non, ça, on ne reviendra pas dessus. Sur l'aide médicale, non, ça, on ne reviendra pas dessus. Sur l'indexation, non, vous me dites qu'ils ne veulent pas revenir dessus. Mais concrètement, non, je n'ai pas dit qu'ils ne veulent pas revenir. Monsieur Crenier aurait dit que je ne l'ai pas entendu. Mais il faut faire un tour de table avec tous les partenaires sociaux et économiques. Concrètement, 160 milliards. 160 milliards. Concrètement, ils nous disent, au lieu de dire ça, on ne touchera pas, ça, on ne touchera pas, ça, on ne touchera pas, qu'est-ce qui touche? Et ça, ils n'ont jamais répondu à cette question-là. Ils ont abordé deux, trois choses en essayant de se défendre de ce qu'on disait, de ce que seraient les conséquences d'une indépendance, mais jamais ils sont rentrés dans le détail. Et vous me dites, ils ne veulent pas toucher l'indexation. Mais oui, alors dans ce cas-là, il y a effectivement 50 milliards. Alors oui, ils vont toucher, ils vont enlever 2-3 petites choses, ils vont enlever 1 milliard, 2 milliards. Mais les 50 milliards que coûte l'enseignement, d'abord, ce n'est pas que le financement des fonctionnaires d'État, ça je vous l'ai dit, c'est d'abord une grande partie d'enseignants qui sont territoriaux, qui sont calédoniens, et puis ensuite c'est le fonctionnement, et c'est la France qui paye. C'est offert par la France. C'est la France qui paye, soyons clairs. Voilà, c'est offert par la France. On est bien d'accord.
On est bien d'accord. Voilà, là-dessus, mais il y a aussi il n'y a des pas choses que à ça. Il y a améliorer. les lycées. Enfin, ça coûte quand même extrêmement cher de faire fonctionner un lycée, de les maintenir en bon état, les collèges. Tout ça, c'est la France qui paye. Et donc, c'est pas juste de dire les profs sont trop payés. Et puis après, ah mais non, on ne veut pas toucher l'indexation. À un moment donné, il y a un problème d'être concret. C'est-à-dire que je crois que ce qu'on reproche aujourd'hui au projet des indépendantistes, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur le terrain, hein, quand on va sur le terrain et qu'on voit des gens qui ont voté indépendantistes aux différentes élections, qui disent mais on a un problème de viabilité du projet des indépendantistes, on ne sait pas où ils veulent nous emmener. Et je crois qu'il y a un moment où il faut dire, voilà, la France elle rapporte 160 milliards, voilà ce qu'on enlève. Et ça, ils ne l'ont pas fait pendant toute cette campagne. Dans le projet qu'on porte et qu'on va présenter ce soir, on dit qu'on va régler une bonne partie des problématiques quand on aura plus de Calédoniens, plus de Kanaks en particulier, dans le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie. On a besoin d'avoir plus de chefs d'entreprise calédoniens, plus de chefs d'entreprise kanaks, parce que comme ça, on aura moins de difficultés. Ben oui, bien sûr. On aura moins de difficultés de compréhension des différentes problématiques économiques, fiscales, sociétales, si on a de plus en plus de Calédoniens qui occupent des postes de chefs d'entreprise et de cadres dans les entreprises. Vous savez, c'était une vraie réussite. Ça me fait penser à la calédonisation. Eh bien, justement, je vais le comparer, si vous me permettez. Des institutions, mais ça, c'est une parole Calédonie Ensemble. Et pas du tout, parce que Calédonie Ensemble, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut calédoniser la justice, par exemple. Mais ça veut dire les compétences régaliennes. Mais la justice, on va avoir combien de magistrats calédoniens? 1, 2, 3? C'est un bon début. C'est un bon début. Mais c'est pas comme ça. Jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du... Mais c'est pas comme ça. Vous faites la campagne de Calédonie Ensemble? Non, pas du tout. J'essaie de vous... Non, ce que je veux vous dire... Parce que vous êtes réputé quand même pour avoir un franc-parler. Oui, mais je vais vous répondre très clairement. Et que vous détestez le politiquement correct. Exactement. Je vais vous répondre là-dessus. Je vais vous répondre là-dessus. La calédonisation des compétences régaliennes, ça ne règle rien, parce qu'on parle de postes qui sont à la marge, en nombre, alors que notre projet, qui est de dire on doit aller dans le sens de faire évoluer Cadre Avenir. Cadre Avenir, il y a eu près de 2/3 des gens qui ont été formés dans Cadre Avenir qui sont dans du public ou du parapublic. C'est très bien, c'était nécessaire, il fallait avoir de plus en plus de Kanaks, de Calédoniens dans les administrations. Aujourd'hui, la prochaine étape, j'en suis convaincue, c'est d'avoir plus de Calédoniens, plus de Kanaks dans le tissu économique. C'est comme ça qu'on va y arriver. Je crois que c'est ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande a réglé en grande partie le problème de cette différence de niveau social entre les Maoris et les autres, grâce au fait qu'on avait de plus en plus de Maoris dans le tissu économique. Je crois que l'avenir, le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie, il devra œuvrer dans ce sens-là, parce que je suis convaincue, on voit bien, quand il y a des manifs des patrons, etc., on n'a pas de Kanaks. Donc il faut que, je suis persuadée que les choses iront de mieux en mieux quand on aura des Kanaks qui prendront la responsabilité de monter une entreprise, de prendre un crédit, de savoir ce que ça représente comme responsabilité de prendre la tête d'une entreprise. Vous êtes élu au Congrès. Oui. Cette semaine doit passer justement un texte concernant l'industrie ici en Nouvelle-Calédonie. La semaine dernière, Xavier Benoît de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie pointait du doigt justement la sous-représentation des Kanaks dans le monde industriel et parlait justement, appelait à l'aide aux institutions, aux collectivités de soutenir le tissu industriel de la Nouvelle-Calédonie, justement pour permettre, entre autres, parmi les raisons qui ont été évoquées lors de cet échange avec le président de la Province Nord, de favoriser, d'accompagner les Kanaks pour se lancer dans le monde industriel. Nous sommes en campagne pour le non. Vous êtes en campagne pour le non, pardon. Vous aussi, je suis contente de parce que l'entendre. je suis là avec vous, pardon. Vous êtes en campagne pour le non. Donc, du coup, là, on le sait, on ne va pas se cacher. Tout le monde essaie de récupérer, même si les sondages prédisent justement une victoire du non, le 70-30, un schéma que l'on voit lors des provinciales. Tout le monde, les sondages prédisent justement une victoire du non. Les partis politiques s'attellent aussi pour récupérer les abstentionnistes. Donc ceux qui ne décident pas d'aller, qui ont décidé de ne pas aller voter, pour aller les récupérer, pour récupérer de l'électorat. Qu'est-ce que vous dites justement aux Kanaks qui ont envie de se lancer dans l'industrie, mais qui hésitent? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas, j'entends Xavier Benoît, vous savez que je ne suis pas toujours d'accord avec la Fédération des industries. Là, en l'occurrence, je pense qu'effectivement, il y a un gros travail à mener, mais pas seulement dans l'industrie, il ne faut pas le limiter. Il faut arrêter d'opposer les Calédoniens les uns aux autres. C'est globalement dans l'industrie, dans le commerce, dans le service, dans toutes les entreprises calédoniennes. Et oui, je suis convaincue qu'il y a un gros travail à mener. Et c'est pas seulement, je ne crois pas que ce soit seulement de la formation. C'est-à-dire que Cadre Avenir, on a amené
de plus en plus de Calédoniens, de Kanaks en particulier, à avoir un niveau d'études important, et la plupart sont rentrés dans l'administration. Mais là, on a... Malheureusement. Pas malheureusement, il y avait une nécessité d'aller dans ce sens-là. Simplement, maintenant, il faut prendre acte de ce qui a été fait et puis faire évoluer les choses. Et là, je crois vraiment qu'il faut qu'on aille dans le sens de les impliquer dans le monde économique. Et donc, pour ça, c'est quoi? C'est pas seulement de la formation, parce que c'est pas parce qu'on a Bac+5 qu'on sait faire marcher une entreprise, qu'on sait ce qu'il faut faire pour monter une entreprise, aller voir les banques, quel est le business plan pour que ça fonctionne. Tout ça, ça s'apprend pas que à l'école. Et je crois qu'il y a la nécessité, dans notre projet institutionnel, et en tout cas c'est ça qu'on porte nous, il y a la nécessité d'avoir une vraie opération. Vous verrez que nous, on propose un objectif de 1000 cadres et chefs d'entreprise en 10 ans. Il faut qu'on accompagne, c'est-à-dire qu'il faut qu'on explique et qu'on accompagne, qu'il y ait un processus un peu exceptionnel, statutaire, donc institutionnel, qui soit suivi comme l'a été suivi l'accord de Nouméa, pour accompagner à la réussite du montage d'une entreprise. Vous allez proposer une loi au Congrès? Non, mais ce n'est pas que au Congrès. Je crois que ça devrait être dans le statut de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire dans la loi organique, ça devra faire partie de ce que sera notre prochain statut. Ouais. Juste une question par rapport au fait que voilà, vous êtes Sonia Baquès, politicienne, je suis Jamie Oimo, journaliste. On reste avant tout des hommes, et des femmes, humains, ouais. Voilà, et des femmes. Voilà. 4 novembre, vivement que ça passe ou pas? Oui, je crois que vraiment tous, on a envie de continuer à vivre ensemble. Et je crois qu'effectivement, on sera tous plus à l'aise après le 5 novembre pour construire enfin l'avenir et enfin de la visibilité. Et vous reposez peut-être. C'est le cas de tous les politiciens. Oui, on ne se repose jamais, nous. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir reçus ici au QG du parti Les Républicains Calédoniens. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. L'information et la programmation continuent sur Calédonia. Bonne soirée à tous et à demain. Bonne soirée. Merci.